bonsoir à tous. À la une de ce journal, un contre-pouvoir fragilisé et affaibli sous l'effet des pressions politiques. Contre-pouvoir fragilisé et affaibli sous l'effet des pressions politiques et économiques. Des journalistes camerounais déplorent des intimidations subies au quotidien, les empêchant d'éclairer l'opinion nationale sur les réalités de la gouvernance au Cameroun. À l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, d'aucuns s'interrogent, y a-t-il une volonté manifeste de maintenir la presse dans l'anarchie et fragiliser son rôle de chien de garde dans un pays où les crises politiques et sécuritaires se multiplient? C'est le dossier du 20h ce jeudi. Les travaux de l'autoroute Douala-Yaoundé piétinent à tel point que la première phase ne sera pas livrée avant fin 2019. C'est du moins ce que révèlent les responsables de ce chantier. Ils viennent ainsi contredire l'optimisme du gouvernement et son délai initial prévu en octobre 2018. Des responsables du chantier de l'autoroute Douala-Yaoundé qui déplorent la non-libération des emprises et l'épineux problème d'indemnisation des populations riveraines et installées sur le site de construction de l'autoroute Douala-Yaoundé. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La réactivation de la carte de presse pour les journalistes demeure une mesure insuffisante aux yeux des professionnels des médias. Plus de 5 ans après la tenue des États généraux de la communication, d'aucuns s'interrogent. Que sont devenues les résolutions de ces États généraux? Ils observent qu'il y a un saupoudrage de la part du gouvernement qui cache bien mal une volonté manifeste de maintenir la presse dans l'anarchie et fragiliser son rôle de chien de garde dans un pays où les crises sécuritaires et politiques se multiplient au quotidien. Reportage avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Les États généraux de la communication commencent à dater. Et pourtant, la mise en œuvre des recommandations qui en sont sorties tarde à prendre corps, au grand désarroi des journalistes qui assistent avec impuissance à cette inertie qui ne dit pas son nom. Dès que les États généraux de la communication ont pris fin, on a pris le soin de ranger tout ce qui avait été décidé dans les tiroirs. Et on n'a rien vu en termes de changement par rapport aux conclusions de ces États généraux. Donc je suis très mal placé pour en parler parce que ces conclusions n'ont jamais été appliquées et cela marque bien une volonté manifeste des pouvoirs publics de ne pas vouloir aller vers une vraie liberté de la presse au Cameroun. C'est pour ça que tout cela est resté dans les tiroirs jusqu'à aujourd'hui. Une bonne note tout de même dans ce sombre tableau. C'est la réactivation de la carte de presse. On sait que c'est un outil pour un journaliste. Lorsque vous détenez cette carte, cela doit vous ouvrir des portes à l'information. J'ai bien peur qu'au Cameroun, ce ne soit pas le cas. Quelquefois, on a suivi des communiqués où le ministre dit qu'il faut avoir la carte de presse pour avoir accès à certaines sources d'information. Mais, curieusement, sur le terrain, on se rend bien compte qu'il y a une autre réalité. On a l'impression qu'à ce niveau, il n'y a pas une solidarité gouvernementale efficace. Parce qu'en principe, lorsque le ministre dit, par exemple, qu'il faut absolument avoir la carte de presse, on s'attend à ce que ce soit exactement ceux qui ont la carte de presse qui soient à cet événement. Ce serait une contrainte pour tout le monde d'avoir la carte de presse et de passer à ce tamis si c'en est un. Malheureusement, la carte de presse ne suffit pas à mettre de l'ordre dans la profession et à redorer le blason du journalisme dont l'image est constamment traînée dans la boue. Je n'ose même pas parler des conventions collectives qui, elles aussi, devraient permettre à ce qu'on ait une presse qui soit enfin libre. Parce que vous savez, la liberté, la notion de liberté dépend d'abord de votre état d'esprit, des conditions dans lesquelles vous travaillez, de ce que vous gagnez. Et là, on peut vous demander un certain nombre de choses. Lorsque cela n'est pas fait, je crois que le journaliste au Cameroun fonctionne un peu en roue libre. Seule la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de la communication aurait pu changer la donne actuelle. Malheureusement, c'est le statu quo, à quelques exceptions. Et le ministre de la Communication, que nous avons tenté en vain d'avoir, semble lui aussi dépassé par les événements.
La presse camerounaise qui peine à jouer son rôle de quatrième pouvoir. Des journalistes déplorent des pressions politiques, économiques et même des intimidations subies au-delà de l'exercice de leur métier. Toutes ces manœuvres s'érigent en barrière pour les empêcher d'enquêter sur des faits et d'éclairer l'opinion sur les réalités de la gouvernance au Cameroun. Cas d'illustration avec la crise anglophone et des journalistes qui doivent investiguer en zone de conflit. C'est le reportage signé Innocent Abega et Eric Martial Diomo. Exercer le métier de journaliste en zone de crise est loin d'être une évidence. Dans les localités du nord-ouest et du sud-ouest secouées par la crise anglophone, de nombreux journalistes y résidant ont fait le choix de partir pour des régions plus stables. Se rester se heurte à de nombreux obstacles. D'abord, celui de l'équilibre en termes de gestion de l'information. Pris entre deux feux, celui des autorités et de l'autre côté, celui des séparatistes anglophones, le juste milieu est souvent loin d'être facile à trouver. Le corollaire devient donc l'accès à la bonne information et donc aux sources d'information dans un contexte marqué aussi par la percée des réseaux sociaux. Charles Lowe est journaliste à Cameroun Tribune exerçant à Bamenda. Généralement, le reporter ne travaille qu'avec les sources. Mais les sources eux-mêmes sont inquiétés. Qui fait que ceux qui sont contre le pouvoir en place ne parlent pas ou veulent imposer une certaine attitude. Et le pouvoir eux-mêmes impose aussi une situation où il faut dire tel qu'eux pensent ou ne rien dire. Ça veut dire qu'à un moment, il faut l'expérience. La collecte de l'information se trouve aussi impactée par le couvre-feu ambiant. Si vous avez un rendez-vous à 19h, on sait que le couvre-feu finit à 20h. Ça veut dire qu'à 19h, il y a une bousculade en ville. Chacun court vers chez lui. Les bars sont en train de se fermer. Les lieux publics sont... Sur les autoroutes de l'information, des sites web se multiplient avec pour ambition d'informer les Camerounais sur leur quotidien. Cependant, l'on observe de nombreuses dérives sur le plan déontologique et professionnel. Pourtant, certains journalistes web tentent de pouvoir se faire une place au soleil, surtout qu'aujourd'hui, ils sont nombreux des Camerounais qui passent leur journée sur les réseaux sociaux et cela est devenu un marché publicitaire attrayant à la fois pour les annonceurs, mais aussi pour ces rédacteurs qui évoluent dans des sites web d'information. On voit tout cela avec Innocent Abega, Mitterrand Dame et Gladys Sidier. À l'heure du numérique, les médias dits traditionnels sont contraints de conjuguer avec la presse en ligne. À côté des réseaux sociaux, des sites d'information et des blogs, on le vend en poupe. Dans la société dans laquelle on vit, évolue en se complexifiant et les besoins suivent à peu près les mêmes tendances. Donc on ne peut pas aujourd'hui se contenter des médias classiques traditionnels pour apporter l'information auprès du public. Aujourd'hui, un Camerounais sur 3 dispose d'un smartphone et c'est un besoin qui s'impose de lui-même, est une nécessité qui répond à une problématique, faciliter l'accès à l'information au plus grand nombre des populations. À partir de son smartphone, en un clic, on a une multitude d'informations qui sont proposées. Et la question qui se pose à ce moment est celle de savoir comment distinguer la bonne information de ce que l'on qualifie très souvent de fake news. Aujourd'hui, il faut être capable de référencer un article qui est publié en ligne, identifier la source et l'auteur de l'article. Malheureusement, il y a de personnes qui se font appeler les lanceurs d'alerte. C'est ceux-là qui polluent l'environnement sur Internet aujourd'hui, qui font à la fois mal aux médias sociaux et aux médias traditionnels, parce que l'internaute qui n'est pas affûté, très souvent n'arrive pas à faire la part des choses parce qu'il lit tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, tout le monde peut publier sur Internet et ça va dans tous les sens. Les médias en ligne occupent une place de choix. Ils tendent très souvent à surplanter les médias traditionnels. Et il serait peut-être temps, selon plusieurs, de penser à la régularisation et à la professionnalisation de ce secteur. Parce qu'au niveau du Cameroun, on a des sites qui reprennent les autres articles et qui n'embauchent pas réellement des reporters sur le terrain. Il faut embaucher, il faut payer, il faut des piges, il faut des réels piges. Par exemple, un article de 3500 signes ne doit pas mériter peut-être 5000 francs. Non, il faut mettre le standard haut parce que la
digitalisation au niveau international, ça porte de fruits. On n'a pas encore dans les cultures qui sont les nôtres, du point de vue institutionnel, compris l'importance des nouveaux médias. Dans la collecte, le traitement et la diffusion, c'est un peu plus compliqué d'aborder une source d'information et de vous présenter comme un média en ligne. Il y a encore un peu de barrière de réticence, mais ces barrières sont en train d'être déconstruites. La digitalisation de la presse nécessite encore beaucoup d'efforts au Cameroun. Si plusieurs sites d'information sont jugés crédibles et sortent du lot, il reste toutefois difficile pour les internautes d'identifier les informations crédibles des simples rumeurs, puisque sur la toile, tout le monde veut jouer le rôle du journaliste. À l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, une plateforme numérique d'information et de formation destinée aux femmes et aux jeunes entrepreneurs camerounais vient d'être mise en place, soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie. Le projet vise à donner à ces couches sociales des rudiments pour passer de l'étape de chercheurs d'emploi à celle de créateurs de richesses. C'est un coup dur pour des projets inscrits dans le cadre des grandes réalisations du président de la République. L'autoroute Douala-Yaoundé, tant vantée dans les discours du chef de l'État, ne sera pas livrée avant fin 2019. Pourtant, le délai initial de la première phase était prévu pour octobre 2018. Les responsables de ces travaux déplorent la non-libération des emprises sur le projet de l'autoroute Douala-Yaoundé. Les populations qui déplorent le fait qu'elles n'ont pas encore été indemnisées jusqu'ici. C'est le constat qu'a fait le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djumesi, promet de résoudre le problème dans une semaine. Cependant, cela fait de nombreux mois que ce problème se pose sans trouver une réelle solution. Reportage Gizogo. Sur l'autoroute Yaoundé-Douala, les vieux démons ont la peau dure. La libération des emprises ou plus simplement le paiement des indemnisations reste problématique du PK40 au PK60. Le ministre des Travaux publics a pu s'en rendre compte lors d'une descente sur le chantier de cette autoroute. Problème de compensation, nous allons le résoudre. Le décret qui accorde ces différentes compensations aux bénéficiaires est sanctionné. Je donne rendez-vous aux bénéficiaires la semaine prochaine. Une réponse adéquate à cette question conditionne pour la mission de contrôle technique la poursuite du rythme de travail actuel sur cette autoroute. Ce qui est bloquant pour nous, c'est avec ce rythme-là, c'est la partie 40-60. Il faut qu'elle soit libérée au plus tôt pour qu'on puisse garder ce bon rythme qui va nous permettre d'achever le projet dans le délai le plus proche. Néanmoins, le ministre des Travaux publics parie sur la tenue des délais de livraison du chantier de la première phase de cette autoroute. Le délai contractuel s'achève là en octobre 2018. Nous allons arrêter un planning d'accélération pour que dans le cadre de ce contrat, véritablement, une autoroute sorte de terre. Ce que la mission de contrôle technique est loin de confirmer, estimant même qu'il faudra certainement rallonger les délais de livraison. Normalement, l'entreprise devrait terminer au mois d'octobre, mais vu que le retard qui a été pris dans la libération d'emprise, ce n'est pas possible. Donc peut-être on va ajouter une année et demie de plus. En revanche, ce qui est acquis, c'est l'état d'avancement des travaux sur 20 km déjà bitumés. Actuellement, au niveau de l'avancement, on est à peu près dans les 60% de taux d'avancement. Puisque maintenant, on peut travailler que de 0 jusqu'à 40. Pour la première partie, 0 à 20, presque on est au stade de finition. C'est-à-dire on a la couche de roulement qui est terminée sur une partie, l'autre partie à moitié. Parce que vu la saison des pluvieuses qui est un peu venue assez précoce, ça nous a retardé. Cette descente sur le terrain a également permis au ministre des Travaux publics de répondre aux préoccupations de l'entreprise chinoise en charge de la construction de l'autoroute sur le paiement des décomptes et la mise en place d'un avenant. Les atteintes aux droits de l'homme ont atteint un pic inquiétant en 2017 au Cameroun. Des organisations de la société civile ont recensé de nombreux cas graves qui doivent être consignés dans le rapport 2017 de la Commission nationale
des droits de l'homme et des libertés, l'élaboration de ce document est en cours de finalisation du côté de Yaoundé. Joël Lessengue et Ike Cyril. Le Cameroun a-t-il progressé ou régressé en matière de respect et de promotion des droits de l'homme? La réponse à cette question sera trouvée au terme de la réflexion qui se déroule à Yaoundé. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés échange avec les organisations de la société civile ainsi que les administrations publiques sur l'état des droits de l'homme au Cameroun en 2017. La Commission nationale des droits de l'homme a adopté une résolution, la résolution numéro 9, qui prescrit désormais que les projets de rapport de la Commission sur l'état des droits de l'homme au Cameroun soient soumis à la critique. Ces rapports sont présentés à la société civile qui a ainsi l'occasion de les enrichir avec des critiques et avec des informations nouvelles. Le rapport attendu sera le 11e du genre. Mais contrairement aux précédentes éditions, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés a rédigé un draft qu'elle a soumis à la critique des administrations publiques et des organisations de la société civile appelées à évaluer sans complaisance la performance du Cameroun. La mouture qui a été élaborée est toujours montée sur la base des requêtes dont la Commission nationale des droits de l'homme est saisie, parce que ces requêtes-là, il y en a environ 600 à 700 chaque année. Ces requêtes nous donnent une indication des domaines dans lesquels il y a des problèmes. Une fois qu'on a mis tout cela en musique, sous la coordination d'une équipe de la Commission spécialement dédiée à la préparation de ce document, il est bon de présenter le projet final à la sanction des uns et des autres pour que l'on s'assure que les uns et les autres s'y retrouvent et que nous n'avons pas omis des aspects importants ou que nous n'avons pas minoré certains aspects qui pourraient avoir plus d'importance. Une trentaine d'organisations et d'administrations prennent part aux consultations organisées par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Les travaux déboucheront sur la rédaction du rapport final sur l'état des droits de l'homme au Cameroun en 2017. Comment mettre fin à la tricherie et la fraude décriées durant les examens officiels? À Bafoussam, des moyens draconiens sont prescrits pour sécuriser le déroulement des épreuves écrites et pratiques durant les examens officiels 2018. Compte rendu de la sectorielle des enseignements secondaires de la région de l'Ouest avec Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. À quelques semaines de la fin d'année scolaire 2017-2018, la famille des enseignements secondaires prépare le terrain des examens officiels dans la région de l'Ouest. Un point majeur à l'ordre du jour de la réunion sectorielle de tous les hauts responsables et chefs d'établissement. Entre autres mesures fortes, des stratégies tenues secrètes pour tordre le cou à la tricherie et la fraude sous toutes ses formes, le moment venu, comme le martèle le secrétaire général de la région de l'Ouest, François Etapa. Les examens sont souvent entourés de nombreux couacs. Il est donc question, n'est-ce pas, cette année, que nous mettions tout en œuvre pour que les examens se déroulent dans la région de l'Ouest sans anicroche, que les diplômes que vont recevoir, n'est-ce pas, des lauréats soient des diplômes mérités. En prélude aux épreuves écrites, cette température de la fièvre des examens est déjà montée d'un cran avec le déroulement des épreuves physiques et sportives passées du coefficient 1 à 2. Finalisation des listes des candidats et le matériel d'examen. Tout serait fin prêt, comme le déclare le délégué régional des enseignements secondaires pour l'Ouest, Simplice Bédiabo. C'est une approche participative qui va permettre, n'est-ce pas, à toute la région, n'est-ce pas, d'harmoniser ces méthodes pour que nous évitions tout problème possible. Donc, non seulement nous nous préparons pour ces examens, mais nous jetons également déjà les jalons de la nouvelle année scolaire 2018-2019. Comme innovation aux examens de cette année, les candidats de l'enseignement technique effectueront des stages en entreprise en complément aux épreuves pratiques.
Parlons à présent des Jeux universitaires et les premiers couacs observés sur le site de ces Jeux à Maroua, capitale régionale de l'extrême nord. Là-bas, plusieurs disciplines sportives ont été délocalisées selon les informations qui nous parviennent. Initialement prévues sur le site de l'université de Maroua, l'absence des infrastructures et l'insuffisance de ces infrastructures ont contraint les organisateurs de l'événement à délocaliser vers certains lycées qui disposeraient de ces infrastructures du côté de Maroua. Du coup, c'est un véritable calvaire pour les jeunes athlètes qui ont fait le déplacement dans le chef-lieu de l'extrême nord du Cameroun. Des précisions avec Amadou Daïrou et Xavier Foka. Kongola, à Maroua, principal site d'accueil des 21e Jeux universitaires, est encore en plein chantier à quelques heures du kick-off de la grand-messe des sports universitaires. Arrivés sur le site par bus, les délégations, parmi lesquelles une du Tchad, ont déjà pris leur quartier. Dans une belle ambiance, avec la balle au pied ou avec de petites foulées, les athlètes ont procédé aux dernières séances d'entraînement sur le site de Kongola et autres aides de jeu mises à leur disposition. Question de peaufiner leur tactique. Ils avaient au préalable effectué une petite balade de reconnaissance pour s'acclimater en cette période de chaleur intense à Maroua. Occasion idoine pour des commerçants de circonstances de faire de bonnes affaires. Les travaux étant encore en cours, certaines sources indiquent que plusieurs disciplines seront délocalisées dans les lycées de la ville. Le rendez-vous est tout de même pris pour demain, pour le début de la compétition qui s'achèvera le 11 mai, compétition à laquelle prendront part environ 3500 athlètes. Il a fallu une énorme pression de l'opposition pour que des sénateurs cumulards puissent abandonner des fonctions de PCA et d'agents de l'État. Du coup, la classe politique s'est saisie de cette occasion pour critiquer l'attitude des parlementaires du parti au pouvoir durant la première mandature au Sénat. Ils y sont restés avec leur fonction de PCA et en même temps de sénateur. Une attitude qui est critiquée par la classe politique, l'opposition qui dénonce des manœuvres du parti au pouvoir pour multiplier les revenus et les privilèges au détriment des populations. Un avis que ne partage pas le RDPC qui tente de défendre ces parlementaires qui avaient multiplié des postes de PCA d'entreprises publiques en même temps qu'ils étaient sénateurs. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangao dans ce reportage. Tous les sénateurs en situation de cumul de fonctions affichent fièrement leur choix d'avoir opté pour la Chambre haute du Parlement en quittant les autres fonctions qu'ils occupaient au sein des structures publiques ou parapubliques. Trop facile, affirme Jean-Robert Wafo. Pour le ministre de la Communication du Shadow Cabinet du SDF, ces sénateurs, surtout ceux de la première législature, doivent rendre compte à la nation. Le décret a été signé longtemps, il était issu, il y a d'abord une loi, par la suite il y a eu un décret d'application immédiate. Qu'est-ce qu'ils attendaient depuis pour démissionner? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, démissionner ne suffit pas, puisqu'il s'agit donc de l'argent du contribuable. Il faudrait que, bien évidemment, qu'ils remboursent l'argent qu'ils ont perçu indûment. C'est-à-dire que durant cette période de cumul, durant cette période où le cumul était interdit, parce qu'il s'agit donc de l'argent du contribuable. Et la troisième chose que je vais dire, c'est quoi? C'est que, vous voyez, c'est la preuve de ce que 7 sénateurs, n'est-ce pas, du SDF, qui ont, n'est-ce pas, la force de leur conviction, le courage de l'intégrité, eux, ils ont prouvé qu'ils étaient capables, de par la formation qu'ils ont reçue du SDF, qu'ils étaient capables, n'est-ce pas, de faire bouger les lignes, contrairement, n'est-ce pas, aux 93 sénateurs RDPC apparentés. Son de cloches différents dans les rangs du RDPC, où la décision de ces sénateurs est plutôt considérée comme un acte républicain. Le Sénat, c'est on peut dire comme ça, son deuxième mandat. Le premier mandat, on peut dire, c'était l'essai. Au début du deuxième mandat, un nouveau sénateur, un jeune sénateur de SDF se lève à contre-courant. Il soulève le problème du cumul. Ça a fait des vagues dans les médias. Maintenant, les sénateurs ont choisi d'être sénateurs et abandonné les fonctions d'appel à loi qui peuvent les perturber comme sénateurs. Je trouve que c'est une très bonne chose.
En tant qu'auteur des actes de nomination de la plupart de ces sénateurs qui cumulaient des fonctions, le SDF tient Paul Biya pour responsable de cette situation illégale. Un avis qui n'est pas partagé au RDPC. Il est clair que le président de la République est responsable parce que c'est lui qui nomme à tous les emplois civils dans notre pays. Je ne peux pas comprendre qu'alors qu'à la présidence de la République, il y a des fonctionnaires, il y a des conseillers techniques, il occupe cette poste-là ronflant, qu'on n'ait pas pu lui dire qu'effectivement c'était un scandale qui est en préparation. Bon voilà, donc il est totalement responsable, ça il faut le dire ici clairement. Quand les gens critiquent l'IA, ils ont tort. La loi dit que c'est le Sénat lui-même, première séance, il vérifie que les gens qu'on a accepté de venir ici, est-ce qu'ils ont vraiment la qualité, suivant le règlement intérieur du Sénat. C'est ce qui s'est passé. 16 sénateurs au total étaient concernés par cette situation. Tous ont choisi de rester au Parlement. 16 sénateurs cumulards, dont certains ont résisté jusqu'à la dernière minute pour préserver ces privilèges de PCA d'entreprise publique et de parlementaires à la Chambre haute du Sénat pour commenter cet abandon de leurs privilèges de PCA et agents de l'État. Je reçois sur ce plateau Serge Espoir Matomba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes premier secrétaire du PURS, vous êtes également élu conseiller municipal depuis 2013 à Douala 4e, investi par votre parti pour être candidat à l'élection présidentielle. Comment vous appréciez ce qui s'est passé lors de cette session de plein droit au Sénat avec ces parlementaires qui ont finalement abandonné le privilège de PCA en raison des incompatibilités qui avaient été dénoncées depuis de nombreuses années? Nous accordons peu d'importance à ce qui se passe au Sénat. Vous savez que dès notre prise de fonction à la magistrature suprême, à la présidence, nous allons dissoudre ce Sénat qui ne sert à rien. Voyez-vous, ces sénateurs qui, il y a quelques jours, étaient encore PCA, président du conseil d'administration de plusieurs entreprises, ont permis à certains directeurs généraux de dévier les fonds publics. Et ces derniers, aujourd'hui, se prévalent d'une certaine immunité et préfèrent garder l'immunité pour couvrir, n'est-ce pas, toutes les dérives qu'ils ont commis en tant que PCA et en favorisant, n'est-ce pas, certains directeurs généraux. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces derniers au Sénat? Est-ce qu'ils vont au Sénat pour travailler pour les communautés, pour le peuple? La réponse est non. Et nous disons, ce Sénat est budgétivore, il ne sert à rien. Dans un État comme le nôtre, la Chambre haute du Parlement est prévue dans la Constitution de 1996 pour l'architecture institutionnelle. Est-ce que ce Sénat ne joue pas un rôle important en cas de vacance du pouvoir au Cameroun? Disons que l'Assemblée nationale peut déjà remplir ce rôle. Il faut dire que nous allons revoir les lois. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous invitons les Camerounais à se manifester ardemment pour que nous puissions renverser ce régime. Parce que les lois qui sont présentement, qui dirigent notre nation, sont des lois qui doivent être revues. Vous savez, nous avons lancé une opération de 300 mairies et 100 députés. Pourquoi? Parce que nous estimons que si l'opposition aujourd'hui est représentée au Parlement, nous allons pouvoir modifier les lois qui nous dirigent en ce jour. Et forcément, nous n'aurons plus un Sénat comme celui que nous avons, qui est un Sénat budgétivore qui ne sert à rien, parce que l'Assemblée nationale peut parfaitement remplir ce rôle. Parmi les différentes lois promulguées au Cameroun, il y a celle relative à l'indemnisation des populations dans le cadre de la réalisation d'un projet d'utilité publique. Et vous avez suivi dans le journal tout à l'heure, la première phase de l'autoroute Douala-Yaoundé risque de ne pas être livrée avant fin 2019, c'est du moins ce que révèlent les responsables du chantier. Pourtant, le gouvernement misait sur octobre 2018. Il transparaît là un problème lié à l'indemnisation des populations. Comment vous appréciez la gestion de ces projets structurants au Cameroun? Il faut dire que le gouvernement a cette habitude de faire toujours des annonces sans pouvoir mûrir les projets. Les projets n'ont pas généralement, on n'a pas une sorte de mûrissement dans les projets au Cameroun. Et on est toujours face à ce type, n'est-ce pas, de cas. C'est-à-dire que vous allez parler de l'autoroute Douala-Yaoundé, nous allons parler du second pont sur le Vouri, nous allons parler des barrages. C'est-à-dire pratiquement tous les projets structurants ne sont pas livrés à temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de sérieux dans
le mûrissement de ces projets-là. Ce problème de maturité des projets se pose avec acuité depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour changer la donne? Écoutez, ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce n'est plus de compter sur un gouvernement comme celui de M. Biya, ou alors compter sur M. Biya pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Il faut passer à autre chose. Nous sommes dans une année électorale et je le dis, je suis un élu. J'ai bénéficié, n'est-ce pas, de la volonté et la participation de plusieurs personnes qui ont voulu voir un projet se construire, pas autour d'une personne, mais autour d'une formation politique. Et nous devons associer nos forces pour voir qu'ensemble, M. Biya et tous ceux qui dirigent le Cameroun se mettent hors, n'est-ce pas, du jeu. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, ce que nous proposons, nous le proposons à qui? À M. Biya qui ne parvient pas à l'appliquer. Nous faisons des propositions concrètes allant dans le sens du développement du Cameroun, mais nous les proposons à qui? À M. Biya qui ne parvient pas à les appliquer. Une fois de plus, aux hommes qui sont choisis par M. Biya depuis 36 ans pour les appliquer. Et ces hommes ne parviennent pas à appliquer ces projets. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut passer à autre chose. Les Camerounais ont besoin de savoir que, en passant à autre chose, nous allons vivre ensemble dans les meilleures conditions. Et je le dis encore, je suis un élu. Je n'ai pas bénéficié des faveurs, n'est-ce pas, de M. Biya ou du gouvernement de M. Biya pour devenir un élu. Je le suis depuis 5 ans. Je peux vous dire que j'assiste, n'est-ce pas, à cette pratique, à cette phase de proposition, n'est-ce pas, des projets. Et je vois exactement comment ça se passe au niveau de la commune, au niveau du Parlement. Donc on peut facilement comprendre que les gens qui sont nommés par M. Biya et M. Biya n'ont pas la volonté de voir le Cameroun se développer. Justement, vous êtes élu conseiller municipal à Douala 4e. C'est l'une des plus importantes communes d'arrondissement dans la capitale économique du Cameroun. Et le président de la République a promis l'accélération de la décentralisation. Est-ce que ce mode de gouvernance, vous ressentez son effet sur le quotidien des populations à Douala 4e, par exemple? Il faut déjà dire que c'est depuis 22 ans que ça dure. Donc nous sommes dans une phase de décentralisation accélérée, mais nous ne ressentons toujours rien. Il y a eu un nouveau ministère qui a été créé à cet effet, mais rien n'est visible, rien n'est palpable. On essaye de créer des ministères pour apporter des solutions, soi-disant, aux besoins réels des populations. Il est important aujourd'hui d'avoir une décentralisation intégrale, pas une décentralisation partielle comme ce que nous avons. Et je le dis encore, les hommes qui animent cette République n'ont pas la capacité. Nous n'avons pas besoin de nous tromper. Nous ne devons plus nous leurrer. Nous devons passer à autre chose parce qu'avec M. Biya et ses hommes, nous n'avons rien à attendre. En pleine année électorale, Serge Espoir Matomba, un problème surgit aux yeux des Camerounais, celui de la crise anglophone. Vous avez suivi ces derniers jours les enlèvements des prêtres. Certes, il a été libéré, mais des exactions se multiplient. Elles sont nombreuses, ces populations qui trouvent refuge au Nigeria dans des conditions de vie précaires. Comment vous analysez cette situation? Il y a de nombreux mois que vous proposez un appel au dialogue, une force tampon qui devrait s'installer entre les différents belligérants de la crise, mais jusqu'ici, rien n'a évolué sur le théâtre de la crise anglophone. Comment appréciez-vous la situation actuellement? On a décidé de militariser la zone, on a décidé de passer d'utiliser la force pour résoudre un problème qui au départ était un problème d'ordre corporatiste et qui, c'est par la mauvaise gestion, n'est-ce pas, de cette crise-là, nous sommes arrivés à cette étape. Il faut dire que nous appelons encore une fois de plus au dialogue parce que le dialogue est possible. Le dialogue peut sortir, n'est-ce pas, le nord-ouest ou le sud-ouest de cette crise profonde. Le dialogue peut amener les uns et les autres à déposer les armes parce qu'il s'agit de cela. Un seul Camerounais qui meurt, c'est du sang qui est perdu, c'est la nation qui perd. C'est la nation tout entière qui perd. Et nous n'avons pas besoin de voir le sang d'un seul Camerounais couler. Et nous le disons encore, avec M. Biya, nous n'avons rien à attendre. Comme nous le disons, M. Biya doit aller en retraite. Nous devons lui permettre d'aller en retraite. Qu'il le veuille ou pas, nous devons l'obliger même, à la limite, d'aller en retraite. Parce qu'il s'agit de ça aujourd'hui. Nous sommes en proie à une guerre du côté du nord-ouest, du sud-ouest, dans l'extrême nord, à l'est du Cameroun, et
effectivement, dans les grandes métropoles, nous ne sommes pas épargnés. La crise est en train de s'enraciner, les positions sont en train de se consolider. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut forcément un dialogue urgent et inclusif comme nous le demandons depuis toujours. Dans un tel contexte, le Cameroun peut-il célébrer la fête de l'unité nationale avec l'esprit apaisé? Cette fête aura lieu dans près de 17 jours aujourd'hui. Est-ce que vous également serez présent du côté de Yaoundé pour participer à cette grande fête de l'unité nationale? Il faut dire que c'est déjà avec beaucoup d'hypocrisie qu'on va célébrer cette fête, parce qu'en réalité, il y a une fracture du vivre ensemble camerounais, puisqu'on célèbre l'unité nationale, et là on se rend compte que le Cameroun est pratiquement en voie de partition, alors ce sera carrément une hypocrisie. Mais toutefois, il faut dire que nous avons intérêt à démontrer l'amour que nous avons pour la nation, l'attachement que nous avons pour le Cameroun, et nous devons nous manifester. Il est triste de constater que le préfet du Fundi, comme d'ailleurs, comme il le fait d'habitude, exclut plusieurs forces politiques au défilé, n'est-ce pas, sur la place du 20 mai. Il essaye de démontrer que les partis qui doivent participer au défilé sur la place du 20 mai sont ceux qui appartiennent à l'Assemblée nationale, qui ne répondent à aucune loi au Cameroun. Aujourd'hui, dans ce pays, nous avons près de 22 partis politiques qui sont considérés comme des partis qui peuvent présenter des candidats à l'élection présidentielle, parmi lesquels le PURS. Il est inadmissible que dans une année électorale comme celle-ci, qu'on décide de choisir ses copains avec qui on va faire le défilé sur la place publique du 20 mai et qu'on exclut d'autres. La raison qui est avancée, c'est que le président de la République ne peut plus tenir près d'1h30 sur la place défilé, mais s'il ne peut plus tenir, il ne peut plus tenir pour diriger cette nation. Monsieur Biya doit aller en retraite, nous devons le dire. Est-ce qu'il faudra que nous utilisions d'autres moyens pour le dire? Alors, il ne peut pas tenir sur la place, il ne peut pas tenir. Défiler ce 20 mai à la place du côté de Yaoundé, au boulevard du 20 mai, quel est l'intérêt pour vous de pouvoir y être? Nous sommes dans une année électorale. Et vous savez, nos militants qui se trouvent sur tout l'étendue du territoire veulent se manifester. Et nous ne pouvons pas comprendre qu'on essaye de nous écarter, n'est-ce pas, de cette manifestation-là. Parce que, en même temps, il faut le dire, ce qui se passe présentement sur le terrain, c'est des démonstrations de force de chaque parti politique. Et vous avez là l'occasion, n'est-ce pas, de démontrer que vous existez dans une ville, vous existez dans une région, vous existez dans un territoire. Et il est inadmissible que certains décident de le faire uniquement avec leurs copains sur la base d'aucune loi. Comme nous avons dit, nous n'allons pas laisser cela passer. Une chose est sûre et certaine, nous allons saisir le tribunal administratif, mais une chose est encore sûre, c'est que nous allons défiler malgré l'interdiction. Merci Serge Espoir Matomba. Je précise que vous êtes le premier secrétaire du PURS, conseiller municipal élu à Douala 4e et candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Mesdames, messieurs, c'est publié un reportage dans ce journal Orange Cameroun qui investit dans le cinéma à travers le concept Cinedays. L'entreprise de téléphonie mobile donne la possibilité aux abonnés Orange de s'octroyer 2 tickets au prix d'un seul dans les salles Canal Olympia de Douala et Yaoundé. Reportage. Après le sport, la musique et l'humour, revoici Orange Cameroun dans le cinéma. 12 ans après, l'entreprise de téléphonie mobile fait son grand retour dans le 7e art grâce à un partenariat conclu avec les salles Canal Olympia. Il s'agit d'un concept, un partenariat entre Orange et Canal Olympia. Orange Cameroun a le plaisir d'être aujourd'hui le pionnier sur la signature de ce partenariat qui permet de ramener le cinéma en Afrique en réalité. Ce que nous mettons en avant en partenariat, c'est de permettre à la jeunesse camerounaise de bénéficier de tous les nouveaux films qui sortent en même temps que n'importe où dans le monde. C'est pour ça que nous nous permettons aujourd'hui de vous présenter des films en avant-première à la même date de sortie que là où ça se passe ailleurs. Orange Cameroun veut réconcilier le public camerounais avec le cinéma. Le concept Ciné Days, inauguré à Yaoundé, permet aux abonnés Orange d'acheter 2 tickets de cinéma au prix d'un seul pour avoir accès aux salles Canal Olympia de Yaoundé et Douala tous les jours de projection, notamment le mardi et le mercredi.
Pour bénéficier de cette offre, en fait, nos clients Orange auront juste à composer un code et quand ils vont composer le code à travers leur compte Orange Money, ils pourront acheter un ticket et le second ticket va être offert. Donc il y a un code, un barcode qui va leur être envoyé. Quand ils viennent à Canal Olympia, c'est tout ce qu'ils vont présenter et ils pourront avoir le second ticket gratuitement. Grâce à ce nouveau concept, Orange Cameroun réaffirme son ambition de faire vivre des émotions à travers le cinéma, comme le souhaitent les abonnés Orange, avec les personnes de leur choix. À l'occasion de la journée internationale du travail, les supermarchés d'œuvres et son top management ont organisé des conférences, débats pour édifier le personnel sur la copropriété. Ensuite, des séquences plus ludiques ont meublé cette journée spéciale pour les travailleurs du supermarché d'œuvres du côté de Yaoundé. Reportage. C'est dans la prière, le recueillement et la méditation que le personnel de Dove Distribution a célébré la fête du travail. D'abord à travers une messe d'action de grâce qui a balisé les chemins avant que l'on ne passe au plat des résistances de la journée, à savoir la conférence débat animée par un dinosaure de la presse camerounaise, Jean-Vincent Tchénéom. Pour l'édition 2018, la réflexion était axée sur comment l'employé doit s'approprier son travail et devenir un véritable copropriétaire de l'entreprise. Occasion pour le président directeur général de Dove Distribution d'indiquer que tout peut arriver à point nommé, à qui sait oser, entreprendre et affronter les obstacles avec la ferme conviction de vouloir réussir. Lui-même étant un exemple patent d'endurance, de persévérance et de réussite, en dépit des difficultés rencontrées. Fixez-vous un objectif fort. La peur, c'est l'ennemi principal, le premier ennemi de tous ceux qui veulent avancer. Vous avez fixé le meilleur objectif, les moyens viennent. Je me rappelle de mon premier crédit. Je ne savais ni lire véritablement, je ne savais pas écrire. Mais il a suffi que je parle à mon banquier 40 minutes pour qu'il me dise: Monsieur Daniel, moi-même je vais montrer ton dossier, tu auras le crédit parce que tu crois en ce que tu veux faire. Je crois dur comme fer que je réaliserai des grandes choses. Le minimum des objectifs que je me suis fixé, c'est d'employer de manière permanente 5000 personnes. Et je jure sur la tombe de mon père, je le ferai. Faites pareil comme moi et vous atteindrez cet objectif-là. Les panélistes, issus des milieux universitaires, judiciaires et de la presse, ne disent pas le contraire lorsqu'ils soutiennent que seul le travail bien fait conduit au succès. Une leçon bien assimilée par les employés de la grande famille Dove, dont les préoccupations et hautes zones d'ombre ont reçu à chaque fois des éclairages appropriés. Que dire de la pluie de reconnaissance déversée sur le top management que conduit si habilement Philippe Tagné Noubissi. Donc, et non seulement le creuset de la formation professionnelle, et chaque employé peut s'épanouir, évoluer et occuper des plus hautes fonctions. Nous, employés de Dove, nous pouvons nous vanter d'avoir une couverture sanitaire de qualité, en plus des soins de qualité qui nous sont administrés. Les frais médicaux nous sont remboursés à hauteur de 70%, ce qui est simplement exceptionnel au Cameroun. Monsieur le directeur général, à travers la mutuelle du personnel d'or, dont vous êtes l'inspirateur, nous pouvons bénéficier des crédits, ce qui permet à beaucoup d'entre nous aujourd'hui d'être propriétaires de terrains et de maisons à Yaoundé et ailleurs. Le débat a ensuite cédé la place aux réjouissances. D'abord l'élection Miss Dove 2018 qui a dévoilé, au terme d'une rude compétition, l'heureuse élue du jour. Qui sera remise par vous. Pendant ce temps, notre moment. Ensuite, un repas bien arrosé que le top management a partagé avec le personnel et les invités spéciaux. Enfin le tour de danse dont personne ne s'est privé en ce jour mémorable de fête. À noter qu'au cours de cette célébration festive, ceux des personnels formés à la conduite automobile ont reçu officiellement leur permis de conduire. Un autre grand moment d'une fête qui restera à jamais gravé dans l'histoire du leader de la grande distribution. Écoutez votre cœur, il va pour qui? Votre cœur, il va pour qui?
Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h, l'émission Regard Social, présentée par Eric Kwamo. Bonne soirée sur cette même antenne. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un contre-pouvoir fragilisé et affaibli sous l'effet des pressions politiques. Contre-pouvoir fragilisé et affaibli sous l'effet des pressions politiques et économiques. Des journalistes camerounais déplorent des intimidations subies au quotidien, les empêchant d'éclairer l'opinion nationale sur les réalités de la gouvernance au Cameroun. À l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse, d'aucuns s'interrogent, y a-t-il une volonté manifeste de maintenir la presse dans l'anarchie et fragiliser son rôle de chien de garde dans un pays où les crises politiques et sécuritaires se multiplient? C'est le dossier du 20h ce jeudi. Les travaux de l'autoroute Douala-Yaoundé piétinent à tel point que la première phase ne sera pas livrée avant fin 2019. C'est du moins ce que révèlent les responsables de ce chantier. Ils viennent ainsi contredire l'optimisme du gouvernement et son délai initial prévu en octobre 2018. Des responsables du chantier de l'autoroute Douala-Yaoundé qui déplorent la non-libération des emprises et l'épineux problème d'indemnisation des populations riveraines et installées sur le site de construction de l'autoroute Douala-Yaoundé. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La réactivation de la carte de presse pour les journalistes demeure une mesure insuffisante aux yeux des professionnels des médias. Plus de 5 ans après la tenue des États généraux de la communication, d'aucuns s'interrogent. Que sont devenues les résolutions de ces États généraux? Ils observent qu'il y a un saupoudrage de la part du gouvernement qui cache bien mal une volonté manifeste de maintenir la presse dans l'anarchie et fragiliser son rôle de chien de garde dans un pays où les crises sécuritaires et politiques se multiplient au quotidien. Reportage avec Élisée Bogba et Marcelin Gansop. Les États généraux de la communication commencent à dater. Et pourtant, la mise en œuvre des recommandations qui en sont sorties tarde à prendre corps, au grand désarroi des journalistes qui assistent avec impuissance à cette inertie qui ne dit pas son nom. Dès que les États généraux de la communication ont pris fin, on a pris le soin de ranger tout ce qui avait été décidé dans les tiroirs. Et on n'a rien vu en termes de changement par rapport aux conclusions de ces États généraux. Donc je suis très mal placé pour en parler parce que ces conclusions n'ont jamais été appliquées et cela marque bien une volonté manifeste des pouvoirs publics de ne pas vouloir aller vers une vraie liberté de la presse au Cameroun. C'est pour ça que tout cela est resté dans les tiroirs jusqu'à aujourd'hui. Une bonne note tout de même dans ce sombre tableau. C'est la réactivation de la carte de presse. On sait que c'est un outil pour un journaliste. Lorsque vous détenez cette carte, cela doit vous ouvrir des portes à l'information. J'ai bien peur qu'au Cameroun, ce ne soit pas le cas. Quelquefois, on a suivi des communiqués où le ministre dit qu'il faut avoir la carte de presse pour avoir accès à certaines sources d'information. Mais, curieusement, sur le terrain, on se rend bien compte qu'il y a une autre réalité. On a l'impression qu'à ce niveau, il n'y a pas une solidarité gouvernementale efficace. Parce qu'en principe, lorsque le ministre dit, par exemple, qu'il faut absolument avoir la carte de presse, on s'attend à ce que ce soit exactement ceux qui ont la carte de presse qui soient à cet événement. Ce serait une contrainte pour tout le monde d'avoir la carte de presse et de passer à ce tamis si c'en est un. Malheureusement, la carte de presse ne suffit pas à mettre de l'ordre dans la profession et à redorer le blason du journalisme dont l'image est constamment traînée dans la boue. Je n'ose même pas parler des conventions collectives qui, elles aussi, devraient permettre à ce qu'on ait une presse qui soit
enfin libre, parce que vous savez, la liberté, la notion de liberté dépend d'abord de votre état d'esprit, des conditions dans lesquelles vous travaillez, de ce que vous gagnez. Et là, on peut vous demander un certain nombre de choses. Lorsque cela n'est pas fait, je crois que le journaliste au Cameroun fonctionne un peu en roue libre. Seule la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de la communication aurait pu changer la donne actuelle. Malheureusement, c'est le statu quo, à quelques exceptions. Et le ministre de la Communication, que nous avons tenté en vain d'avoir, semble lui aussi dépassé par les événements. La presse camerounaise qui peine à jouer son rôle de quatrième pouvoir, des journalistes déplorent des pressions politiques, économiques et même des intimidations subies au-delà de l'exercice de leur métier. Toutes ces manœuvres s'érigent en barrière pour les empêcher d'enquêter sur des faits et d'éclairer l'opinion sur les réalités de la gouvernance au Cameroun. Cas d'illustration avec la crise anglophone et des journalistes qui doivent investiguer en zone de conflit. C'est le reportage signé Innocent Abega et Eric Martial Diomo. Exercer le métier de journaliste en zone de crise est loin d'être une évidence. Dans les localités du nord-ouest et du sud-ouest secouées par la crise anglophone, de nombreux journalistes y résidents ont fait le choix de partir pour des régions plus stables. Se rester se heurte à de nombreux obstacles. D'abord, celui de l'équilibre en termes de gestion. C'est on peut dire comme ça, son deuxième mandat. Le premier mandat, on peut dire, c'était l'essai. Au début du deuxième mandat, un nouveau sénateur, un jeune sénateur de SDF se lève à contre-courant. Il soulève le problème du cumul. Ça a fait des vagues dans les médias. Maintenant, les sénateurs ont choisi d'être sénateurs et abandonné les fonctions d'appel à loi qui peuvent les perturber comme sénateurs. Je trouve que c'est une très bonne chose. En tant qu'auteur des actes de nomination de la plupart de ces sénateurs qui cumulaient des fonctions, le SDF tient Paul Biya pour responsable de cette situation illégale. Un avis qui n'est pas partagé au RDPC. Il est clair que le président de la République est responsable parce que c'est lui qui nomme à tous les emplois civils dans notre pays. Je ne peux pas comprendre qu'alors qu'à la présidence de la République, il y a des fonctionnaires, il y a des conseillers techniques, il occupe cette poste-là ronflant qu'on n'ait pas pu lui dire qu'effectivement c'était un scandale qui est en préparation. Bon voilà, donc il est totalement responsable, ça il faut le dire ici clairement. Quand les gens critiquent l'IA, ils ont tort. La loi dit que c'est le Sénat lui-même, première séance, il vérifie que les gens qu'on a accepté de venir ici, est-ce qu'ils ont vraiment la qualité suivant le règlement intérieur du Sénat. C'est ce qui s'est passé. 16 sénateurs au total étaient concernés par cette situation. Tous ont choisi de rester au Parlement. 16 sénateurs cumulards, dont certains ont résisté jusqu'à la dernière minute pour préserver ces privilèges de PCA d'entreprise publique et de parlementaires à la Chambre haute du Sénat pour commenter cet abandon de leurs privilèges de PCA et agents de l'État. Je reçois sur ce plateau Serge Espoir Matomba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes premier secrétaire du PURS, vous êtes également élu conseiller municipal depuis 2013, à Douala 4e, investi par votre parti pour être candidat à l'élection présidentielle. Comment vous appréciez ce qui s'est passé lors de cette session de plein droit au Sénat avec ces parlementaires qui ont finalement abandonné le privilège de PCA en raison des incompatibilités qui avaient été dénoncées depuis de nombreuses années? Nous accordons peu d'importance à ce qui se passe au Sénat. Vous savez que dès notre prise de fonction à la magistrature suprême, à la présidence, nous allons dissoudre ce Sénat qui ne sert à rien. Voyez-vous, ces sénateurs qui, il y a quelques jours, étaient encore PCA, président du conseil d'administration de plusieurs entreprises, ont permis à certains directeurs généraux de dévier les fonds publics. Et ces derniers, aujourd'hui, se prévalent d'une certaine immunité et préfèrent garder l'immunité pour couvrir, n'est-ce pas, toutes les dérives qu'ils ont commis en tant que PCA et en favorisant, n'est-ce pas, certains directeurs généraux. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces derniers au Sénat? Est-ce qu'ils vont au Sénat pour travailler pour les communautés, pour le peuple? La réponse est non. Et nous disons, ce Sénat est budgétivore, il ne sert à rien dans un État comme le nôtre. La Chambre haute du Parlement est prévue dans la Constitution de 1996 pour l'architecture institutionnelle. Est-ce que ce Sénat ne joue pas un rôle important en cas de vacances
du pouvoir au Cameroun? Disons que l'Assemblée nationale peut déjà remplir ce rôle. Il faut dire que nous allons revoir les lois. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous invitons les Camerounais à se manifester ardemment pour que nous puissions renverser ce régime. Parce que les lois qui sont présentement, qui dirigent notre nation, sont des lois qui doivent être revues. Vous savez, nous avons lancé une opération de 300 mairies et 100 députés. Pourquoi? Parce que nous estimons que si l'opposition aujourd'hui est représentée au Parlement, nous allons pouvoir modifier les lois qui nous dirigent en ce jour. Et forcément, nous n'aurons plus un Sénat comme celui que nous avons, qui est un Sénat budgétivore qui ne sert à rien, parce que l'Assemblée nationale peut parfaitement remplir ce rôle. Parmi les différentes lois promulguées au Cameroun, il y a celle relative à l'indemnisation des populations dans le cadre de la réalisation d'un projet d'utilité publique. Et vous avez suivi dans le journal tout à l'heure, la première phase de l'autoroute Douala-Yaoundé risque de ne pas être livrée avant fin 2019, c'est du moins ce que révèlent les responsables du chantier. Pourtant, le gouvernement misait sur octobre 2018. Il transparaît là un problème lié à l'indemnisation des populations. Comment vous appréciez la gestion de ces projets structurants au Cameroun? Il faut dire que le gouvernement a cette habitude de faire toujours des annonces sans pouvoir mûrir les projets. Les projets n'ont pas généralement, on n'a pas une sorte de mûrissement dans les projets au Cameroun. Et on est toujours face à ce type, n'est-ce pas, de cas. C'est-à-dire que vous allez parler de l'autoroute Douala-Yaoundé, nous allons parler du second pont sur le Vouri, nous allons parler des barrages. C'est-à-dire pratiquement tous les projets structurants ne sont pas livrés à temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de sérieux dans le mûrissement de ces projets-là. Ce problème de maturité des projets se pose avec acuité depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour changer la donne? Écoutez, ce qu'il faut faire aujourd'hui, ce n'est plus de compter sur un gouvernement comme celui de M. Biya, ou alors compter sur M. Biya pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Il faut passer à autre chose. Nous sommes dans une année électorale et je le dis, je suis un élu. J'ai bénéficié, n'est-ce pas, de la volonté et la participation de plusieurs personnes qui ont voulu voir un projet se construire, pas autour d'une personne, mais autour d'une formation politique. Et nous devons associer nos forces pour voir qu'ensemble, M. Biya et la libération des emprises ou plus simplement le paiement des indemnisations reste problématique du PK40 au PK60. Le ministre des Travaux publics a pu s'en rendre compte lors d'une descente sur le chantier de cette autoroute. Problème de compensation, nous allons le résoudre. Le décret qui accorde ces différentes compensations aux bénéficiaires est sanctionné. Je donne rendez-vous aux bénéficiaires la semaine prochaine. Une réponse adéquate à cette question conditionne pour la mission de contrôle technique la poursuite du rythme de travail actuel sur cette autoroute. Ce qui est bloquant pour nous, c'est avec ce rythme-là, c'est la partie 40-60. Il faut qu'elle soit libérée au plus tôt pour qu'on puisse garder ce bon rythme qui va nous permettre d'achever le projet dans les plus, disons, le délai le plus proche. Néanmoins, le ministre des Travaux publics parie sur la tenue des délais de livraison du chantier de la première phase de cette autoroute. Le délai contractuel s'achève là en octobre 2018. Nous allons arrêter un planning d'accélération pour que dans le cadre de ce contrat, véritablement une autoroute sorte de terre. Ce que la mission de contrôle technique est loin de confirmer, estimant même qu'il faudra certainement rallonger les délais de livraison. Normalement, l'entreprise devrait terminer au mois d'octobre, mais vu que le retard qui a été pris dans la libération d'emprise, ce n'est pas possible. Donc peut-être on va ajouter une année et demie de plus. En revanche, ce qui est acquis, c'est l'état d'avancement des travaux sur 20 km déjà bitumés. Actuellement, au niveau de l'avancement, on est à peu près dans les 60% de taux d'avancement. Puisque maintenant, on peut travailler que de 0 jusqu'à 40. Pour la première partie, 0 à 20, presque on est au stade de finition. C'est-à-dire on a la couche de roulement qui est terminée sur une partie, l'autre partie à moitié. Parce que vu la saison des pluvieuses qui est un peu venue assez précoce, ça nous a retardé. Cette descente sur le terrain
a également permis au ministre des Travaux publics de répondre aux préoccupations de l'entreprise chinoise en charge de la construction de l'autoroute sur le paiement des décomptes et la mise en place d'un avenant. Les atteintes aux droits de l'homme ont atteint un pic inquiétant en 2017 au Cameroun. Des organisations de la société civile ont recensé de nombreux cas graves qui doivent être consignés dans le rapport 2017 de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. L'élaboration de ce document est en cours de finalisation du côté de Yaoundé. Joël Essengue et Ike Cyril. Le Cameroun a-t-il progressé ou régressé en matière de respect et de promotion des droits de l'homme? La réponse à cette question sera trouvée au terme de la réflexion qui se déroule à Yaoundé. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés échange avec les organisations de la société civile ainsi que les administrations publiques sur l'état des droits de l'homme au Cameroun en 2017. La Commission nationale des droits de l'homme a adopté une résolution, la résolution numéro 9, qui prescrit désormais que les projets de rapport de la Commission sur l'état des droits de l'homme au Cameroun soient soumis à la critique. Ces rapports sont présentés à la société civile qui a ainsi l'occasion de les enrichir avec des critiques et avec des informations nouvelles. Le rapport attendu sera le 11e du genre. Mais contrairement aux précédentes éditions, la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés a rédigé un draft qu'elle a soumis à la critique des administrations publiques et des organisations de la société civile appelées à évaluer sans complaisance la performance du Cameroun. La mouture qui a été élaborée est toujours montée sur la base des requêtes dont la Commission nationale des droits de l'homme est saisie, parce que ces requêtes-là, il y en a environ 600 à 700 chaque année. Ces requêtes nous donnent une indication des domaines dans lesquels il y a des problèmes. Une fois qu'on a mis tout cela en musique, sous la coordination d'une équipe de la Commission spécialement dédiée à la préparation de ce document, il est bon de présenter le projet final à la sanction des uns et des autres pour que l'on s'assure que les uns et les autres s'y retrouvent et que nous n'avons pas omis des aspects importants ou que nous n'avons pas minoré certains aspects qui pourraient avoir plus d'importance. Une trentaine d'organisations et d'administrations prennent part aux consultations organisées par la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés. Les travaux déboucheront sur la rédaction du rapport final sur l'état des droits de l'homme au Cameroun en 2017. Comment mettre fin à la tricherie et la fraude décriées durant les examens officiels? À Bafoussam, des moyens draconiens sont prescrits pour sécuriser le déroulement des épreuves écrites et pratiques durant les examens officiels 2018. Compte rendu de la sectorielle des enseignements secondaires de la région de l'Ouest avec Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. À quelques semaines de la fin d'année scolaire 2017-2018, la famille des enseignements secondaires prépare le terrain des examens officiels dans la région de l'Ouest. Un point majeur à l'ordre du jour de la réunion sectorielle de tous les hauts responsables et chefs d'établissement. Entre autres mesures fortes, des stratégies tenues secrètes pour tordre le cou à la tricherie et la fraude sous toutes ses formes, le moment venu, comme le martèle le secrétaire général de la région de l'Ouest, François Etapa. Les examens sont souvent entourés de nombreux couacs. Il est donc question, n'est-ce pas, cette année, que nous mettions tout en œuvre pour que les examens se déroulent dans la région de l'Ouest sans anicroche, que les diplômes que vont recevoir, n'est-ce pas, des lauréats soient des diplômes mérités. En prélude aux épreuves écrites, cette température de la fièvre des examens est déjà montée d'un cran avec le déroulement des épreuves physiques et sportives passées du coefficient 1 à 2. Finalisation des listes des candidats et le matériel d'examen. Tout serait fin prêt, comme le déclare le délégué régional des enseignements secondaires pour l'Ouest, Simplice Bédiabo. C'est une approche participative qui va permettre, n'est-ce pas, à toute la région, n'est-ce pas, d'harmoniser ces méthodes pour que
nous évitions tout problème possible. Donc non seulement nous nous préparons pour ces examens, mais nous jetons également déjà les jalons de la nouvelle année scolaire 2018-2019. Comme innovation aux examens de cette année, les candidats de l'enseignement technique effectueront des stages en entreprise en complément aux épreuves pratiques. Parlons à présent des Jeux universitaires et les premiers couacs observés sur le site de ces Jeux à Maroua, capitale régionale de l'extrême nord. Là-bas, plusieurs disciplines sportives ont été délocalisées selon les informations qui nous parviennent. Initialement prévues sur le site de l'université de Maroua, l'absence des infrastructures et l'insuffisance de ces infrastructures ont contraint les organisateurs de l'événement à délocaliser vers certains lycées qui disposeraient de ces infrastructures du côté de Maroua. Du coup, c'est un véritable calvaire pour les jeunes athlètes qui ont fait le déplacement dans le chef-lieu de l'extrême nord du Cameroun. Des précisions avec Amadou Daïrou et Xavier Foka. Kongola, à Maroua, principal site d'accueil des 21e Jeux universitaires, est encore en plein chantier à quelques heures du kick-off de la grand-messe des sports universitaires. Arrivés sur le site par bus, les délégations, parmi lesquelles une du Tchad, ont déjà pris leur quartier. Dans une belle ambiance, avec la balle au pied ou avec de petites foulées, les athlètes ont procédé aux dernières séances d'entraînement sur le site de Kongola et autres aides de jeu mises à leur disposition. Question de peaufiner leur tactique. Ils avaient au préalable effectué une petite balade de reconnaissance pour s'acclimater en cette période de chaleur intense à Maroua. Occasion idoine pour des commerçants de circonstances de faire de bonnes affaires. Les travaux étant encore en cours, certaines sources indiquent que plusieurs disciplines seront délocalisées dans les lycées de la ville. Le rendez-vous est tout de même pris pour demain, pour le début de la compétition qui s'achèvera le 11 mai, compétition à laquelle prendront part environ 3500 athlètes. Il a fallu une énorme pression de l'opposition pour que des sénateurs cumulards puissent abandonner des fonctions de PCA et d'agents de l'État. Du coup, la classe politique s'est saisie de cette occasion pour critiquer l'attitude des parlementaires du parti au pouvoir durant la première mandature au Sénat. Ils y sont restés avec leur fonction de PCA et en même temps de sénateur, une attitude qui est critiquée par la classe politique, l'opposition qui dénonce des manœuvres du parti au pouvoir pour multiplier les revenus et les privilèges au détriment des populations, un avis que ne partage pas le RDPC qui tente de défendre ces parlementaires qui avaient multiplié des postes de PCA d'entreprises publiques en même temps qu'ils étaient sénateurs. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangao dans ce reportage. Tous les sénateurs en situation de cumul de fonctions affichent fièrement leur choix d'avoir opté pour la Chambre haute du Parlement en quittant les autres fonctions qu'ils occupaient au sein des structures publiques ou parapubliques. Trop facile, affirme Jean-Robert Ouafo. Pour le ministre de la Communication du Shadow Cabinet du SDF, ces sénateurs, surtout ceux de la première législature, doivent rendre compte à la nation. Le décret a été signé longtemps, il était issu, il y a d'abord une loi, par la suite il y a eu un décret d'application immédiate. Qu'est-ce qu'ils attendaient depuis pour démissionner? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, démissionner ne suffit pas, puisqu'il s'agit donc de l'argent du contribuable. Il faudrait que, bien évidemment, qu'ils remboursent l'argent qu'ils ont perçu indûment. C'est-à-dire que durant cette période de cumul, durant cette période où le cumul était interdit, parce qu'il s'agit donc de l'argent du contribuable. Et la troisième chose que je vais dire, c'est quoi? C'est que, vous voyez, c'est la preuve de ce que 7 sénateurs, n'est-ce pas, du SDF, qui ont, n'est-ce pas, la force de leur conviction, le courage de l'intégrité, eux, ils ont prouvé qu'ils étaient capables, de par la formation qu'ils ont reçue du SDF, qu'ils étaient capables, n'est-ce pas, de faire bouger les lignes, contrairement, n'est-ce pas, aux 93 sénateurs RDPC puis apparentés. Son de cloches différents dans les rangs du RDPC, où la décision de ces sénateurs est plutôt considérée comme un acte républicain.
le Sénat. De l'information, pris entre deux feux, celui des autorités et de l'autre côté celui des séparatistes anglophones, le juste milieu est souvent loin d'être facile à trouver. Le corollaire devient donc l'accès à la bonne information et donc aux sources d'information dans un contexte marqué aussi par la percée des réseaux sociaux. Charles Lowe est journaliste à Cameroun Tribune exerçant à Bamenda. Généralement, le reporter ne travaille qu'avec les sources. Mais les sources eux-mêmes sont inquiétés. Qui fait que ceux qui sont contre le pouvoir en place ne parlent pas ou veulent imposer une certaine attitude. Et le pouvoir eux-mêmes impose aussi une situation où il faut dire tel qu'eux pensent ou ne rien dire. Ça veut dire qu'à un moment, il faut l'expérience. La collecte de l'information se trouve aussi impactée par le couvre-feu ambiant. Si vous avez un rendez-vous à 19h, on sait que le couvre-feu finit à 20h. Ça veut dire qu'à 19h, il y a une bousculade en ville. Chacun court vers chez lui. Les bars sont en train de se fermer. Les lieux publics sont... Sur les autoroutes de l'information, des sites web se multiplient avec pour ambition d'informer les Camerounais sur leur quotidien. Cependant, l'on observe de nombreuses dérives sur le plan déontologique et professionnel. Pourtant, certains journalistes web tentent de pouvoir se faire une place au soleil, surtout qu'aujourd'hui, ils sont nombreux des Camerounais qui passent leur journée sur les réseaux sociaux et cela est devenu un marché publicitaire attrayant à la fois pour les annonceurs, mais aussi pour ces rédacteurs qui évoluent dans des sites web d'information. On voit tout cela avec Innocent Abega, Mitterrand Dame et Gladys Sidier. À l'heure du numérique, les médias dits traditionnels sont contraints de conjuguer avec la presse en ligne. À côté des réseaux sociaux, des sites d'information et des blogs, on le vend en poupe. Dans la société dans laquelle on vit, évolue en se complexifiant et les besoins suivent à peu près les mêmes tendances. Donc on ne peut pas aujourd'hui se contenter des médias classiques traditionnels pour apporter l'information auprès du public. Aujourd'hui, un Camerounais sur 3 dispose d'un smartphone et c'est un besoin qui s'impose de lui-même, est une nécessité qui répond à une problématique, faciliter l'accès à l'information au plus grand nombre des populations. À partir de son smartphone, en un clic, on a une multitude d'informations qui sont proposées. Et la question qui se pose à ce moment est celle de savoir comment distinguer la bonne information de ce que l'on qualifie très souvent de fake news. Aujourd'hui, il faut être capable de référencer un article qui est publié en ligne, identifier la source et l'auteur de l'article. Malheureusement, il y a de personnes qui se font appeler les lanceurs d'alerte. C'est ceux-là qui polluent l'environnement sur Internet aujourd'hui, qui font à la fois mal aux médias sociaux et aux médias traditionnels, parce que l'internaute qui n'est pas affûté, très souvent n'arrive pas à faire la part des choses parce qu'il lit tout n'importe quoi. Aujourd'hui, tout le monde peut publier sur Internet et ça va dans tous les sens. Les médias en ligne occupent une place de choix. Ils tendent très souvent à surplanter les médias traditionnels. Et il serait peut-être temps, selon plusieurs, de penser à la régularisation et à la professionnalisation de ce secteur. Parce qu'au niveau du Cameroun, on a des sites qui reprennent les autres articles et qui n'embauchent pas réellement des reporters sur le terrain. Il faut embaucher, il faut payer, il faut des piges, il faut des réels piges. Par exemple, un article de 3500 signes ne doit pas mériter peut-être 5000 francs. Non, il faut mettre le standard haut parce que la digitalisation au niveau international, ça porte de fruits. On n'a pas encore dans les cultures qui sont les nôtres, du point de vue institutionnel, compris l'importance des nouveaux médias. Dans la collecte, le traitement et la diffusion, c'est un peu plus compliqué d'aborder une source de l'information et de vous présenter comme un média en ligne. Il y a encore un peu de barrière de réticence, mais ces barrières sont en train d'être déconstruites. La digitalisation de la presse nécessite encore beaucoup d'efforts au Cameroun. Si plusieurs sites d'information sont jugés crédibles et sortent du lot, il reste toutefois difficile pour les internautes d'identifier les informations crédibles des simples rumeurs, puisque sur la toile, tout le monde veut jouer le rôle du journaliste. À l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication, une plateforme numérique d'information et de formation destinée
aux femmes et aux jeunes entrepreneurs camerounais vient d'être mise en place. Soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie, le projet vise à donner à ces couches sociales des rudiments pour passer de l'étape de chercheurs d'emploi à celle de créateurs de richesses. C'est un coup dur pour des projets inscrits dans le cadre des grandes réalisations du président de la République. L'autoroute Douala-Yaoundé, tant vantée dans les discours du chef de l'État, ne sera pas livrée avant fin 2019. Pourtant, le délai initial de la première phase était prévu pour octobre 2018. Les responsables de ces travaux déplorent la non-libération des emprises sur le projet de l'autoroute Douala-Yaoundé. Les populations qui déplorent le fait qu'elles n'ont pas encore été indemnisées jusqu'ici. C'est le constat qu'a fait le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djumesi, promet de résoudre le problème dans une semaine. Cependant, cela fait de nombreux mois que ce problème se pose sans trouver une réelle solution. Reportage, Gizogo. Sur l'autoroute Yaoundé-Douala, les vieux démons ont la peau dure.